lui-même, il dit ce que la kamukunzite. Kasi moko na yebi, yo bandaka o yibi boy. Yo malongolo batia o yibi boy. Et lui, il connaît tout ça, qu'il y a des voleurs. Il ne les sanctionne pas parce que c'est ça le prix de son paternalisme, l'expression de son paternalisme, celui qui lui vaut la reconnaissance du titre de patriarche parce qu'il protège les voleurs, il règne par le laxisme, l'impunité. Voilà le patriarche congolais, le patriarche des voleurs, le patriarche des menteurs, le patriarche des antivaleurs. Voilà. Et maintenant, Merci, merci, l'autre mot, monsieur. c'est le timonier. Le timonier aussi, c'est un autre mot qui désigne la personne, le patron, qui tient le gouvernail d'un bateau, d'un navire. Mais le nôtre, Mesdames, Messieurs, bonjour. Une situation préoccupante à Kélé. Nous sommes là dans le département de la Cuvette. Ouest, des vestiges de cette ville congolaise seraient menacés de destruction, une tentative d'éradiquer la mémoire de toute une ville. On en parle aujourd'hui avec Jean-Pierre Anyangoy, ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple, le PAP. Bonjour Jean-Pierre Anyangoy. bonjour, Monsieur Christian Perrin, très content de vous retrouver sur R7. Et je voudrais aussi avant tout adresser mes chaleureuses salutations à tous ceux qui sont abonnés à R7, la chaîne qui édifie notre peuple sur ce qui se passe chez nous et qui est très rarement, sinon jamais, évoqué par les chaînes nationales. Merci Jean-Pierre Anyangoy d'être encore avec nous sur R7. Nous évoquerons également ce qui s'apparenterait au crime rituel observé dans cette ville de Kélé sous l'impuissance, si ce n'est en complicité avec les autorités civiles et policières de la ville au nord du Congo-Brazzaville. L'actualité sociopolitique sera également au rendez-vous de ce numéro Droit de savoir. Mesdames, Messieurs, rebonjour, très heureux de vous retrouver sur R7. Jean-Pierre Anyangoy, nous allons commencer par le volet politique. Le Parti congolais du travail, le PCT, est déjà en pleine campagne électorale de la présidentielle 2026. Ils ont d'ailleurs détourné la journée du 8 mars dernier pour annoncer le soutien des femmes de l'OFC à leur candidat dictateur Denis Sassou Nguesso après l'imposture, vous vous rappelez, faite par Isidore Mvouba à l'Assemblée nationale en pleine session administrative où ils déclaraient que leur candidat était, disons le choix de leur candidat était porté sur Denis Sassou Nguesso et que la victoire était certaine et ça se déclare en pleine Assemblée nationale. D'autres meetings, vous le savez, sont donc prévus dans les jours à venir. Mais d'abord, votre commentaire sur, j'allais dire, ce comportement du Parti congolais du travail. Merci, Christian Perrin. Le choix de ce thème aujourd'hui est très opportun parce que d'une part, on observe les pratiques, les actes d'un pouvoir dont les tenants ont pris l'habitude fâcheuse de violer toutes les lois de la République en toute impunité et sans aucun scrupule. Et de manière délibérée en plus. Et de manière délibérée. Il n'y a personne
au sein des organes du pouvoir qui peut interpeller les uns et les autres pour dire non, là c'est trop. Donc, ils agissent en toute liberté, en toute impunité, en violant allègrement la loi. C'est du banditisme pur et simple auquel nous assistons. Banditisme orchestré par les dirigeants d'un pouvoir qui méprise toute la population congolaise et en l'occurrence l'opposition. C'est le deuxième aspect qui justifie l'intérêt de parler de ce thème. Parce que pendant que les tenants du pouvoir, le PCT et ses gouvernants violent crapuleusement les lois, nous autres, puisque je suis parmi les membres, les partis membres de l'opposition, j'en représente un, nous semblons être, pas semblons, nous sommes dans un silence total, laissant libre cours au PCT et à ses affiliés de faire tout ce que bon leur semble, de manipuler le peuple, de divertir le peuple, et il n'y a rien qui se passe du camp de l'opposition. Alors, je vais donc parler de ce qui se passe sous ces deux aspects. D'abord, l'attitude des gouvernants. Comment peut-on, pendant que le pays est plongé dans une crise sans précédent, les responsables, les gouvernants qui ont plongé le pays dans cette situation ont le courage, un an avant l'élection, de s'engager dans une campagne électorale pour vendre l'homme qui, 40 ans durant, a gouverné, a tenu les rênes du pouvoir et lequel homme a plongé donc le pays avec toutes les institutions qu'il les manipule à sa guise dans le gouffre. Alors, tenez, une de ces manifestations de manipulation, d'agitation, c'est cette campagne de promotion du patriarche. Le patriarche, c'est qui? On va y revenir. Parce que ça a Oui, on va commencé, y ça revenir. continue. Jean-Pierre Agnangoy, vous parlez tout à l'heure de la violation, répétée d'ailleurs, sinon en permanence des lois et aussi de la Constitution aux yeux au sud de tous les Congolais. Et toujours dans le cadre de cette campagne, des meetings populaires sont annoncés Ango, Inda et Madingo Kai, c'est ça, le 21, le 22 et le 23 mars prochain. En fait, moi, ma question, c'est, vous l'avez déjà abordé, vous avez abordé cet aspect, pourquoi ce silence au niveau de l'opposition congolaise? Est-ce que c'est encore la peur d'affronter la réalité politique? Parce que si celui qui est en face de vous se permet un certain nombre de choses, cette liberté de violer, vous l'avez dit tout à l'heure, de manière de libérer la loi, pourquoi l'opposition congolaise est-elle silencieuse? Pourquoi ce silence? Oui, Christian, je vais revenir. Je disais que ce point, cette thématique était bienvenue sous deux aspects. Donc, je voulais d'abord évoquer l'attitude des gouvernants, leur pratique, les illustrer, les stigmatiser. Ensuite, effectivement, on va aborder l'aspect de l'opposition parce que ce dernier aspect va m'amener à dire quelque chose à l'endroit de mes collègues de l'opposition. Alors, parlons donc des pratiques, je disais qu'on va y revenir. Vous prenez le 8 mars, c'est une journée internationale sur les droits des femmes. Des femmes, oui. Alors, le PCT, sur toute l'étendue du territoire, en fait son affaire et c'est l'occasion pour distribuer les t-shirts,
d'organiser des festivités, distribuer des pagnes aux femmes et, Avec, bien sûr, le label du Parti congolais du travail. et en amont pour finir par des meetings où on appelle à la candidature du président Sassou Nguesso, l'homme providentiel qui est le seul au Congo capable de résoudre les problèmes des femmes, de garantir l'émancipation des femmes. Alors que Alors, pendant 40 ans, il faut peut-être le pendant rappeler, 40 ans, quel est le bilan qu'on peut faire de son action en faveur des femmes, qu'elles soient femmes travailleuses dans les administrations ou dans les entreprises para-étatiques ou privées? Quel est l'essor des femmes? Quelles sont les mesures qui ont été prises concrètement pour assurer l'essor des femmes dans les entreprises, dans les administrations, dans disons dans toute la sphère, même politique? C'est vrai, il y a quelques ministres au gouvernement, mais elles représentent combien en termes de pourcentage de ministres au niveau du gouvernement, alors que les femmes sont largement majoritaires dans notre population? Au niveau des entreprises, il y a combien de femmes directrices des entreprises stratégiques ou des entreprises importantes dans notre pays? Mais si on sort des entreprises et des administrations, au niveau politique, au sein même du PCT, quelle est la place réservée aux femmes? Mais sinon, d'embellir, d'orner les grandes cérémonies, de danser comme on l'a vu à Djambala, où la ministre Ngani, on utilise les moyens de l'État, les budgets de l'État pour aller faire la campagne du PCT et du président du PCT à travers la célébration du 8 mars. oui, C'est une Jean-Pierre dérive. Adiangoy, pour gagner également le temps, c'est qu'il y a des choses, bon, les détails, oui, on veut bien, parce que évidemment, nos téléspectateurs vont apprendre beaucoup de choses, mais lorsque vous évoquez, par exemple, ces violations qui sont, bien sûr, observées par tous les Congolais savent et voient ce qui se passe, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, s'ils se permettent un certain nombre, j'allais dire, trop de liberté, c'est parce qu'en face, il n'y a personne. La pratique courante, on viole la loi lorsque les dirigeants ne déclarent pas leur patrimoine. On viole la loi quand le président du PCT est président du parti. On viole la loi quand les ministres, tous ceux qui sont nommés aux hautes fonctions ne déclarent pas leur patrimoine. Maintenant, ici, on viole la loi, pour rester sur ce cas précis, en organisant une campagne. Elle n'est même plus pré-campagne, c'est une campagne ouverte pour l'élection de 2026, un an avant, et on le fait contre toutes les dispositions légales et avec les fonds publics. Bon, maintenant, je veux en arriver. Vous insistez là-dessus avec, à juste titre, le silence de l'opposition. Effectivement, ce silence est tristement constaté. À part quelques ténors de l'opposition qui dénoncent. Mon grand frère Clément Mirassa, président du PSDC, le dénonce. Le président des souverainistes, le jeune Dave Mafoula, le dénonce. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ce sont que des constats et des stigmatisations. Mais il faut, face à ces pratiques, à cette action, à ces activités qui sont des actions concrètes de manipulation de l'opinion, il faut qu'il y ait une réaction active par des actions de l'opposition. Et en cela, je voudrais justement dire, comme je l'ai indiqué plus haut, interpeller tous les opposants qui sont vraiment des vrais opposants, parce que le pouvoir lui-même a eu à déclarer qu'il y a des opposants
qui bénéficient des privilèges du pouvoir, ceux-là, on ne peut plus les appeler opposants. Et nous, tous les Congolais savent qu'il y a des opposants qui sont opposants de façade, mais en réalité, c'est l'opposition du pouvoir ou des opposants du pouvoir. Mais je m'adresse à ceux qui ne se reconnaissent pas dans la qualité d'opposants du pouvoir. Il est temps, il est urgent, il est pressant que, au lieu de donner des coups de paix dans l'eau de manière isolée par des interventions isolées, il est temps qu'on se regroupe, qu'on se coalise et qu'on donne une réponse appropriée à cette imposture qui se développe devant nous, à savoir la manipulation à grande échelle de notre peuple pour leur dire que le président Sassou Nguesso, le président du PCT, reste l'homme providentiel du Congo. Ça a commencé avec le Premier ministre lors d'un séjour à Paris, où il déclarait qu'il travaillait déjà pour la réélection du président Sassou. Au début de l'année, à l'occasion du souhait des vœux de présentation des vœux des corps constitués au président, il a encore proclamé haut et fort que c'était l'homme providentiel, il invitait le Congolais à prier pour qu'il vive longtemps, pour qu'il continue à diriger le Congo. Et maintenant, le relais est pris par les ministres, par des personnes dont on ne sait pas d'où ils tirent des ressources pour Évidemment, mobiliser le relais est pris par les courtisans, ça, c'est les le terme qu'il faut courtisans, les utiliser pour, fanatiques, des évidemment. faucons. Mais est-ce que Alors, j'entends donc, par et là, face à Jean-Pierre cela, Agnangoy, parce qu'il y a aussi un aspect qu'il faut évoquer. Généralement, on parle de l'unité de l'opposition, ce qui n'arrive toujours pas, ça fait quand même 40 ans. Bon, si on prend son retour au pouvoir par coup d'État, ça fait pratiquement 27 ans. L'unité de l'opposition, on a vu ce qui s'est passé en 2016 au Congo, c'est un peu difficile. Mais est-ce que je suis en train de comprendre que demain, par exemple, le pape peut initier, pourquoi pas, un meeting en salle ou en public pour affronter ce régime parce que finalement, si vous attendez l'unité, ils ne viendront pas. Et quelque part, on nous dit, si déjà une personne, deux, trois, cinq s'engagent et sont déterminés, les autres peuvent suivre. Parce qu'il n'y a pas vous de avez, raison qu'on vous vous avez, interdise. vous avez parfaitement raison, Christian. Et au niveau du pape, nous sommes déjà dans cette logique. Et je disais aussi que sans révéler certaines choses qui sont en cours, mais au niveau du pape, nous avons déjà pris résolument l'engagement de commencer à mobiliser notre base pour répondre à cette imposture. Et des contacts sont également pris avec d'autres partis qui rejoignent, avec lesquels on partage déjà une vision commune sur ce qui se passe et sur ce qu'il faut faire pour réagir à cette imposture, parce que nous considérons que désormais, il n'y aura plus de prétexte à nous empêcher de nous réunir, de mobiliser nos militants, nos adeptes, nos sympathisants autour d'un meeting pour parler de ce pays qui ne va pas et des raisons, les causes de ce marasme que le pays connaît, et qu'on nous dise, qu'on nous évoque l'insécurité, le risque de menace de la paix. Donc, chaque fois que les opposants veulent se réunir, ils menacent la paix. De quelle paix s'agit-il? Mais Évidemment, le la question est PCT, bien posée de quelle paix s'agit-il, parce que généralement, de il quelle parle paix s'agit-il? de risque de trouble à l'ordre public, alors que tout à l'heure, vous avez démontré que s'il y a un parti, en fait, j'allais dire, qui viole la loi tous les jours,
Sinon, tout le temps, en permanence, c'est bien le Parti congolais du travail. Et moi, j'aime appeler ça une organisation, en fait, une association des malfaiteurs. Et maintenant, là, que nous sommes en face d'une telle situation, c'est une réalité déjà imprimée par le PCT qui est en train de battre campagne, la vérité c'est ça. Je me rappelle, à l'opposition, Denis Sassou Nguesso disait d'ailleurs qu'il n'acceptait pas que l'élection présidentielle soit organisée par le pouvoir en place. En ce temps-là, c'était Pascal Lissouba à la présidence. Et parce qu'il craignait qu'un président candidat puisse utiliser évidemment les moyens de l'État pour s'imposer. Il voulait que tous les candidats soient des candidats citoyens. Mais là, depuis qu'il est revenu au pouvoir, on assiste finalement à une opposition qui affronte un candidat président qui utilise les moyens de l'État. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, qu'il est en train d'utiliser les moyens de l'État pour... Est-ce qu'on peut penser que l'opposition congolaise peut évidemment réclamer la même chose? Mais Christian Pierre, nous avons un argument de taille, c'est que ce qu'ils font, ils le font en toute liberté au vu au su de tout le monde. Et tout le monde sait, les Congolais ne sont pas tous dupes, que ce qu'ils font, c'est déjà une campagne électorale. Ils peuvent l'appeler ça comme ils veulent, le patriarche, le timonier, le 8 mars. Mais on sait que le dernier message autour de tout ça, c'est l'élection de De M. 2026. Sassou en 2026. Vous l'avez dit, le président de l'Assemblée l'a dit que c'est leur candidat naturel. Il est déjà élu. À Djambala, les femmes ont dit qu'ils avaient même offert un siège, un fauteuil à la première dame, le fauteuil sur lequel Sassou va s'asseoir après l'élection de 2026. Vous voyez qu'ils sont en pleine campagne. Maintenant, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'eux, ils font campagne sur un président, mais nous allons engager notre campagne sur quelques faits tels que le bilan de celui qu'on appelle l'homme providentiel. Si on ne peut pas prendre tous les 40 ans, année par année, mais on fera un bilan global de ces 40 ans à partir de quelques faits saillants, tels que les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de gaz, la scolarité, La la misère, situation voilà, crue. les hôpitaux. Ben, on va nous dire où est-ce qu'il a démontré qu'il était l'homme providentiel pour le Congo. Oui, mais Les, Jean-Pierre les, Adangoy, j'ai crises, bien envie de dire que dans tous les cas, malgré ce que les vous allez... crises Pardon, récurrentes. Jean-Pierre Adangoy, j'ai bien envie de dire que malgré les dénonciations que vous pourriez faire, tout le monde sait qu'il a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans, je posais la question ici, que les gens viennent nous dire, et peut-être même maintenant là, pourquoi pas, en commentaire, on peut nous dire ce que Denis Sassou Nguesso a déjà fait pour l'intérêt des Congolais. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Les gens peuvent venir nous le dire, même en commentaire. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que Denis Sassou Nguesso a échoué, lamentablement échoué. Ses 40 ans au pouvoir n'ont été que les 40 ans de destruction du pays. Le Congo a beaucoup reculé. Et moi, ma question, c'est de savoir la campagne que vous allez mener. Vous allez mener avec vos partenaires de l'opposition. Est-ce que ce sera pour prendre part à l'élection présidentielle de 2026 ou pour empêcher cette élection, pour qu'il n'y ait pas élection, qu'on trouve un autre moyen finalement pour opérer un changement au Congo-Brazzaville? Parce que lui, il disait, si Les c'est deux toujours le pouvoir qui est hypothèses, là qui va organiser l'élection, il les, n'était pas les d'accord. deux, Et il en appelait d'ailleurs à la communauté internationale. Il n'avait pas confiance en Lissouba qui était là pourtant élu démocratiquement. Maintenant, vous allez mener quelle campagne pour participer à l'élection ou boycotter cette élection qu'elle n'ait pas lieu? je dirais que dans la perspective de l'action ou des actions que nous allons engager, les deux hypothèses
sont sur la table. La première, celle qui paraît la plus souhaitable en démocratie, c'est que l'élection ait lieu, mais à quelles conditions? Pas aller à l'élection dans les conditions actuelles. Donc, première action, c'est attaquer le mode de gouvernance installé actuellement, Bon, alors, qui est bien. volet par volet. Dans le cas où vous preniez part à l'élection présidentielle, les conditions sont lesquelles? Non, pour qu'on prenne part à l'élection présidentielle, pas dire si vous prenez part dans quel nom. Je dis pour qu'on prenne part à l'élection, il Oui. faut que préalablement certaines conditions soient réunies. Et ces conditions, la première, c'est qu'il faut revoir le fichier électoral, avoir la maîtrise du fichier électoral à travers un recensement administratif spécial qui ne sera pas fait par le pouvoir, par le ministère de l'Intérieur, mais par une structure mixte, conjointe, dans laquelle l'opposition devra être impliquée, représentée dans cette structure pour organiser ce recensement administratif La spécial. vraie opposition. La vraie opposition. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a déjà lancé une, une note à l'endroit des Oui, préfets, c'est des un sous-préfets, communiqué, je crois, oui. un communiqué leur demandant de recenser les personnes qui sont mortes depuis le dernier recensement administratif pour qu'il actualise le fichier électoral. Est-ce qu'il peut croire à ça? Une D'abord, est-ce que escroquerie c'est le politique fait? encore. C'est une Ça, vraie c'est une escroquerie. escroquerie politique. Nous ne pouvons pas croire à ça. Donc ça, pour nous, ça fait de la manipulation, de l'escroquerie, de la manipulation. C'est de la tricherie. Ça, on ne considère pas ça. Cette note, pour nous, elle est nulle et de non-avenu, de nul effet. La seule chose qui peut être acceptable, c'est qu'on mette en place, on entreprenne un recensement administratif spécial pour lequel l'opposition, les vrais opposants seront représentés dans la structure qui va faire cette opération. Deuxième chose, la commission d'organisation des élections n'est pas une commission indépendante. Elle est présidée par un membre du comité central du parti. Elle n'est pas indépendante dans la mesure où elle n'a pas la maîtrise de toutes les opérations en amont et en aval de l'organisation des élections, y compris la proclamation des résultats. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, si c'est avec la commission nationale dite indépendante actuelle, nous ne pouvons pas aller à une élection avec ça. Il faut que cette commission soit changée et devienne réellement indépendante dans sa composition et dans ses prérogatives qu'il faut revoir. Mais Troisième chose, au sortir du dialogue de Sibiti, on avait parlé de la biométrie. Ça fait quand même presque 10 ans maintenant, bientôt 10 ans. oui, mais troisième facteur que j'allais évoquer, c'est peut-être le deuxième, et ce que j'ai énoncé en deuxième position viendra en troisième position. En deuxième position, quand on a fait le recensement administratif spécial, il doit être couplé par l'adoption de la biométrie, parce que ce corps électoral actualisé, ce recensement sera fait par numériser, les résultats seront numérisés pour établir les cartes des lecteurs numérisées pour utiliser la biométrie. Ça a été revendiqué à toutes les simulacres de concertation politique que le PCT, avec son ministre de l'Intérieur, ont organisé, mais cette recommandation n'a jamais été appliquée. Ils ne veulent pas l'appliquer parce qu'ils ne veulent pas la transparence. Ça, c'est la deuxième exigence. La troisième, je l'ai dit, c'est la Commission nationale d'organisation des élections. La quatrième exigence, c'est que
la caution pour être Candidat à l'élection candidat présidentielle, oui. à l'élection présidentielle soit revue à la baisse. Ce montant de 25 millions est un facteur d'élimination des opposants parce qu'ils savent qu'ils ont appauvri le peuple congolais et qu'il n'y a pas aujourd'hui des militants Oui, de oui, c'est une l'opposition. entrave à la liberté d'ailleurs de C'est tout une citoyen. entrave à la liberté de l'expression démocratique. Ça, c'est quatrième condition. La cinquième, c'est la révision de la loi électorale. Et la révision de la loi électorale, c'est celle-là qui va inclure tous les aspects que je venais d'évoquer, depuis la maîtrise du corps électoral, l'introduction de la biométrie, la détermination de la caution, les missions et le statut de la Commission nationale d'organisation des élections. Tout ceci doit être inclus dans une nouvelle loi électorale. Le ministre de l'Intérieur avait déjà initié un processus comme ça. Maintenant, on n'en parle pas. Certainement qu'ils sont en train de travailler dans leurs officines. Et puis, quelques mois ou 2 mois avant l'élection, ils vont pondre cette nouvelle loi qu'ils auront fabriquée à leur guise. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous ne Oui, devons mais pas l'accepter. évidemment, vous le dites si bien, Jean-Pierre Agnangoy, ils risqueront de vous surprendre parce qu'il nous reste combien de mois? C'est presque moins d'une année, 2026 en fait. Si le calendrier est respecté, ce sera en mars 2026. Mais si jamais toutes ces conditions-là, jusqu'à mi-2025, notamment juin 2025, si rien n'est respecté, quelle sera l'attitude ou le comportement adopté Voilà, par la donc population congolaise? c'est pourquoi je disais que les deux hypothèses étaient plausibles. La première, c'est que quand ce que je viens d'énumérer, s'il y a la volonté politique, tout ceci peut se faire dès maintenant, avant la fin de l'année 2025. Si c'est fait, alors pourquoi ne pas aller à l'élection, même si Sassou se représentait avec son bilan négatif? Nous allons attaquer ce bilan pour le combattre et jusqu'aux urnes. Dans notre campagne, on sera organisé pour montrer que ce pouvoir ne peut plus, leur candidat ne peut plus prétendre gouverner parce qu'il a lamentablement échoué. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, alors il n'y aura pas de choix que de boycotter, mais un boycott qui devra être actif. En d'autres termes, un boycott qui fera qu'il n'y ait pas du tout d'élection. Et qu'est-ce qui adviendra? Ben, qui vivra verra. Qui vivra verra Jean-Pierre Agnango. On va passer au deuxième volet. Le temps aussi nous tient. C'est la situation qui prévaut à Kélé, dans le département de la Cuvette Ouest. Et là-bas, on nous parle d'une menace d'éradication des vestiges, la construction d'un lycée, mais qu'on veut construire sur des vestiges. Voilà. Peut-être que vous pouvez bien nous en parler, vous qui êtes du coin. Oui, Christian, avant de passer là, je dis en quelques mots pour résumer un peu ce premier volet. C'est mon adresse aux vrais opposants. Ils en existent. On ne peut pas dire que dans ce pays, il n'y a pas d'opposants. Ils existent. Et on est déjà en contact. Mon appel est qu'on accélère ce qu'on a commencé à concevoir, à élaborer, pour que on commence à agir, à barrer la route à cette imposture ou à réagir à cette imposture. Il n'est plus temps de laisser le PCT et ses affiliés continuer en toute illégalité et en toute impunité ce qu'ils ont entrepris de faire. Alors, pour venir à la situation La situation de euh, Kélé. qu'elle est, ici j'interviens certes en même temps, fils de Kélé, en même temps en tant que politique, mais surtout en tant que cadre intellectuel originaire du district de Kélé. Parce que c'est une situation
qui nous met mal à l'aise, qui met mal à l'aise la plupart des cadres intellectuels et pas seulement des cadres, des hommes honnêtes, des citoyens honnêtes de Kélé, qu'ils soient à Brazzaville, en dehors du district de Kélé, sur toute l'étendue de la République et même en dehors de la République, parce que Kélé apparaît souvent ces derniers temps dans les réseaux sociaux comme un lieu où vivent des barbares, parce que on arrive d'un côté à s'en prendre aux autorités administratives de manière violente, et d'autre part, il y a des disparitions des personnes humaines dans des conditions non élucidées, et pourtant, les pistes existent, des individus impliqués dans cette disparition sont connus, se livrent eux-mêmes à la police, mais au finish, on n'arrive pas à mettre la main, à démanteler le réseau et à retrouver les personnes disparues, ne fût-ce que les restes pour permettre aux familles de faire le deuil de leurs parents. Alors, ce On en sont des compte déjà situations. combien à la date d'aujourd'hui? Nous sommes, je rappelle, à nos On téléspectateurs, est, le 16 on est mars à 2025. 11 personnes disparues depuis les 3 dernières années à Kélé, sans qu'on retrouve les corps. Mais les cas les plus flagrants, je citerai deux, c'est que, non, même trois, les disparus partent en chasse avec soit un parent ou un ami. Je prends un cas. Le beau-frère va en chasse avec son beau-frère, donc le frère de sa femme, et après quelques jours en forêt, il ressort, il va se livrer au service de sécurité, à la police, pour dire qu'il a tué son beau-frère en forêt. Il a fait un accident de chasse. Et tout de suite, la police protège l'individu, l'amène à Evo, au chef-lieu du département, sans même aller reconnaître Investiguer les, sur place pour vérifier si, reconstituer les faits, prendre la victime et ensuite protéger l'auteur pour le livrer à la justice. Non, on ne cherche pas à vérifier les faits, on ne cherche pas à trouver la victime, on protège l'auteur du crime, on l'amène à Evo, et à Evo, il est en prison, et quelques jours après, on dit qu'il s'est échappé de la prison. c'est-à-dire, vous êtes On en le train de dire que les victimes de ces, en fait, de ces actes, les dépouilles ne sont jamais retrouvées, c'est-à-dire on ne retrouve pas les Jamais, restes. même pas les ossements, rien, rien, rien. Et pour le cas que j'étais en train d'expliquer, le monsieur, donc, on l'amène, il commet son acte à Kélé, il se livre à la police l'emmène nuitamment à Evo, et c'est après qu'ils sont à Evo, on le ramène à Kélé pour tenter d'aller reconstituer les faits. Il ballotte les services de sécurité dans la forêt pendant une journée sans montrer la personne disparue. Et puis, il a fait un accident de chasse. Mais comment ne peut-il pas montrer la victime? Qu'est-ce qu'il en a fait? Et ce jour, il y a même eu un accident où un des policiers a dégainé sur son arme, puis il a reçu des balles aux fesses. Bref, et on a ramené la personne à Evo, a ramené là-bas, il a fui de la prison, il est allé se retrouver au Gabon, on l'a attrapé là-bas au Gabon, on l'a ramené à Evo, et jusqu'à aujourd'hui, il est là à Evo, il n'a jamais expliqué qu'est-ce qu'il a fait du corps de son beau-frère. Et la famille n'a donc jamais fait le deuil. Le cas encore très récent, en 2025, là, au mois de février, là, non, il y a 3 semaines, un oncle va en chasse avec son propre neveu, l'enfant de sa sœur. Et de la même manière, il revient au village après quelques 2 ou 3 jours, nuitamment, il se livre à la police qu'il a commis un accident, il a eu un accident de chasse
il a tué son neveu. De la même manière, on l'amène à Evo sans retrouver le corps, sans aller chercher la dépouille du neveu. On l'amène à Evo. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais amené l'individu pour aller montrer la dépouille. Et depuis Evo, il explique là où il aurait laissé le corps. Et les gens du village ont cherché, on n'a rien trouvé, ni ossements, ni un corps en pétrifaction, rien jusqu'à aujourd'hui. Ça fait Donc déjà vous êtes en train de 3 dire, semaines. Jean-Pierre, jusqu'à maintenant, puisque vous avez dit, vous parlez déjà de 11 cas comme ça, aucune dépouille n'a été retrouvée, ni les ossements, Retrouvé. rien du tout. Voilà. Rien, pas Est-ce les que ossements. Pas. je peux penser que c'est une traite des, je ne sais pas comment appeler ça, comme on le disait d'ailleurs, des crimes rituels, c'est-à-dire c'est des commandes qui sont faites par, je peux imaginer comme ça, par des gens pour soit kidnapper des personnes ou, je ne sais pas, Mais donner la Christian, mort à il certaines y a personnes plus, et puis récupérer ces il y a dépouilles. plus de doute pour cela, Christian. Il n'y a plus de doute. D'ailleurs, le dernier cas auquel je viens de faire allusion, l'oncle a avoué, aurait avoué à Evo, puisque je n'étais pas témoin, mais ça a été rapporté de ceux qui ont eu quelques informations de l'audition qui a été faite à Evo, aurait avoué qu'il a vendu son neveu. Mais quand on lui demande à qui, il refuse de donner le nom de l'acheteur parce que c'est un réseau qui ne peut pas démanteler. Qui l'aurait Et vendu, c'est-à-dire, c'est quoi en les contrepartie? autorités, comment Pardon, la Jean-Pierre police, Agnangoy, lorsque vous dites qu'il aurait vendu, en contrepartie de quoi? L'argent, c'est ça? ben c'est l'argent. En contrepartie, c'est l'argent. Vendre Parfois, on dit quelqu'un? que c'est les avances qu'on leur donne ou qu'on leur promet. Et après, malheureusement, là, ils sont arrêtés. On ne sait pas s'ils ont eu le temps de percevoir cet argent. Ils ont peut-être perçu une avance, mais la totalité, je ne pense pas, puisqu'en ce moment, ils se retrouvent en détention. Mais ce qu'on ne comprend pas, et c'est là où la chose devient plus grave, parce que comment les services de police, des officiers de police judiciaire qui sont qualifiés, formés pour les services de justice d'Evo ou ceux de Kélé, comment n'arrivent-ils pas à arracher de ces auteurs de disparition la raison, l'explication de qu'est-ce qu'ils ont fait du corps? Mais je dis Oui, le mais dernier cas surtout dans le cas de celui qui a avoué qu'il a vendu. à qui il a vendu Donc, vendre son une neveu. personne. Là, on devait retrouver les traces et la police devait faire son travail. Vous avez parlé des OPJ. Ce qui se laisse sous-entendre ici, c'est que ce sont des gens qui vendent vivants, ils prennent vivants, et ici ils doivent prendre certainement le sang, certaines parties du corps pour un La traite des commerce organes, oui. Mais macabre. comment réagissent les populations? Ben, les populations, Christian Perrin, c'est là où j'ai dit que c'est une situation troublante. Les populations de Kélé sont traumatisées. Ils ne savent plus à quel sein se vouer parce qu'on n'a pas vu une seule autorité administrative ou politico-administrative agir. Notamment, je veux faire allusion aux autorités politico-administratives du district de Kélé et du département de la cuvette ouest, agir avec célérité et perspicacité pour démanteler ce réseau, car il doit y en avoir un, et pour arrêter ce phénomène. Si on est arrivé à 11, ça veut dire que ça a commencé un jour par 1, il y a eu 2, il y a eu 3, il y a eu 4, et aujourd'hui il y a 11, et le 11e cas, c'est en 2025 là. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va encore avoir lieu. En 2024, on en a eu, je crois, 3 cas. En 2025, il y a déjà un cas, et les autres, c'était avant 2024. Mais avant cela, c'était aussi la profanation des tombes aux fins du commerce
des ossements humains. Mais ils sont allés maintenant à un niveau supérieur. Ils sont Oui, ou partis probablement des il donne ossements carrément la humains mort maintenant aux hommes, aux personnes vivantes vivante, oui. qui paraissent. Là, donc, Probablement qu'ils on éliminent utilise physiquement les pour os, on utilise retirer. la chair, on utilise tout. Et les parents ne peuvent pas faire leur deuil jusqu'à aujourd'hui et ne le feront certainement jamais. Alors, comment on peut expliquer ça dans un pays organisé avec des services de sécurité, des services de justice, et on n'entend aucune autorité politique, administrative prendre position, prendre des mesures pour mettre un terme à cela. Mais est-ce Et que les c'est ce populations, qui expliquerait également dans le même sens, bien sûr, puisque nous apprenions qu'il y a un projet de construction d'un lycée, bien sûr, dans cette ville, mais que les initiateurs du projet voudraient nécessairement construire sur ben voilà, les sanctuaires qui sont menacés voilà, de oui, je destruction. dis Et donc on veut parallèlement construire à des lycées ça, sur ces sanctuaires-là, qui sont des sanctuaires de Nzobi, c'est ce que, bon, voilà, on nous a rapporté. parallèlement à ça, et ironie du sort, pendant que les populations déplorent l'inactivité des autorités, mais on voit un activisme des mêmes autorités politiques et administratives, aussi bien du district de Kélé que du département, autour d'un problème, d'un conflit que je trouve superflu sur le choix d'un site pour construire soi-disant un lycée et l'autorité administrative et politique, en l'occurrence le maire, l'administrateur maire et le député, ont porté leur choix du site sur un lieu qui est à proximité du sanctuaire de Nzobi, et ce qui suscite la réaction des tenants du sanctuaire et des adeptes pratiquants du rite Njobi qui n'acceptent pas que ce site soit retenu pour ériger le lycée. Alors, Oui, mais au demeurant, un tel pardon, Jean-Pierre problème, Agnangoy, au demeurant, on nous dira, bah, écoutez, une structure comme un lycée, bien sûr, serait d'ailleurs la structure la plus plausible pour une localité. C'est l'enseignement, c'est l'éducation. Après, on accusera, disons, les populations de refuser donc un tel projet. Mais là, vous dites à côté des mais, sanctuaires, c'est ça. mais c'est ça l'aberration, Christian Perrin. Qui à quel est, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, sage, notable, peut refuser la venue d'un lycée à Kélé. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, est-ce qu'à Kélé, c'est le seul endroit susceptible d'abriter ce lycée? Quels sont Mais les critères est-ce que les objectifs? populations, pardon Jean-Pierre Agnangoy, est-ce que les populations ont proposé un autre endroit, un autre lieu Bien pour la sûr que construction? oui, c'est là où je vais en arriver quand je pose cette question. C'est que les tenants d'une Joby, avec tous leurs adeptes, en rapport avec les propriétaires fonciers, les tenants des terres de Kélé traditionnelles, qui soutiennent bien le projet et qui tiennent à leur rite de Njobi, on dit aux autorités, on ne peut pas faire le lycée là. Et ils ont pris le soin, après une réunion importante qui s'est tenue à Evo, présidée par le préfet, ils se sont engagés à proposer un autre site pour abriter ce lycée et ils ont tenu leur engagement. Ils ont choisi un nouveau site qui ne pose aucun problème. Il est d'ailleurs à l'entrée même de la ville de Kélé quand on vient de Brazzaville. C'est sur une savane. Bon, on ne peut pas dire qu'il va manquer de l'eau par là. Il y a aussi un cours d'eau, le même cours d'eau qui en aval passe vers là où ils veulent mettre le site qui est à côté du sanctuaire. Le même cours d'eau en amont est proche
de nouveaux sites proposés par les terriens et les tenants du Ndjobi. Et à la proposition Mais, de ce site, vous et allez m'en excuser ce parce que nous site sommes aussi a tenus été, par le ce site temps. Alors, que disent les autorités, c'est-à-dire les initiateurs ou je ne sais pas s'il faut les appeler Mais comme ça du justement, projet? les autorités, ceux qui ont proposé le site, ils l'ont délimité, ils ont mis des plaques pour que toute la population sache que le projet devra s'installer à tel endroit. Mhm. Mais curieusement, l'administrateur maire est allé arracher ces plaques, les a amenées dans son bureau et parce qu'il maintient avec le député que le site pour le mieux Construire qu'ils le ont trouvé lycée. à Kéné pour abriter le lycée, ce n'est que ce site qui pose problème à cause de la proximité avec le Le, sanctuaire de le Ndjou. sanctuaire de... Mais, Ceci et explique à Kéné, cela. il ne manque pas, en dehors de ce site qui a été proposé, mais il y a d'autres sites. Mais, Christian, moi, étant originaire de Kélé, il y a une école, là où moi-même j'ai fait le CP1 jusqu'au C2, non, jusqu'au C1. C'est la grande école officielle de Kélé, la première grande école. Il y a du terrain. On peut même construire un lycée Tout là un complexe. pour avoir Oui, ben je un comprends, mais complexe moi je reviens où sur il y aura l'insistance. l'école primaire jusqu'au lycée. On peut le faire même là. Et c'est Ben, au centre ben ils le même de savent, ils le Kélé. savent. S'ils veulent pas construire là-bas, ils savent pourquoi est-ce qu'ils tiennent juste à côté du sanctuaire de Nzobi, parce que je Et disais tout voilà, à l'heure, ceci explique cela, parce que finalement, ils ont peut-être peur qu'on mette le Nzobi en activité pour retrouver les vrais criminels, pour ceux qui combattre enlèvent les les enfants. criminels. Donc c'est pourquoi c'est la liaison que le commun des citoyens de Kélé en général et les détenteurs d'Injobi en particulier estiment qu'il y a un autre objectif au-delà du collège. Pourquoi ce collège ne va-t-il être implanté que là? Quels sont les critères particuliers que réunit ce site et que d'autres sites ne réunissent pas à Kélé? Il y a problème, Christian. Et Il y a c'est là où les véritablement autorités, problème. et là les autorités, le préfet a déjà venu à Kélé au moins 3 fois autour de ce problème. Parfois, il recule, il comprend que les populations ont raison, mais après, il revient sur l'idée. C'est lui qui avait demandé que les populations trouvent un autre site. Les populations ont trouvé un autre site, mais le député et le maire font venir une équipe du cadastre depuis Brazzaville, même pas depuis Evo, pour aller délimiter le fameux site à côté du sanctuaire pour l'implantation du collège. Et c'est ça qui a créé l'incident, qui a fait que les gens se révoltent, réclament au maire de Kélé de restituer les plaques qui avaient été implantées sur le nouveau site proposé, qu'il confisquait dans son bureau. Les populations voulaient récupérer ces plaques pour dire au cadre du cadastre qui était parti là-bas pour dire, voilà là où vous devez aller travailler, c'est là-bas. Et c'est à la suite de cette intercation qu'on en est arrivé à l'agression du maire et ça fait, c'était devenu des vidéos virales sur la toile et on traite les gens de quel est de barbares, de ceci, cela. Mais en amont, il faut qu'on se pose la question, quelle a été la cause pour que les gens en arrivent là? Et pourquoi Quand le les maire populations, insiste? Pourquoi surtout? pourquoi le maire et Pourquoi le le maire député insiste? insistent-ils pour que ce lycée ne soit implanté que là? Pourquoi? Voilà, tel un criminel qui voudrait occulter ses actes, ses crimes. On va passer donc à un autre volet parce qu'il nous reste à peine quelques 5 à 10 minutes, c'est ce que je constate. Parlons donc du Fonds monétaire international. C'est le FMI qui vient d'approuver la sixième revue au titre de la facilité élargie de crédit. Ainsi, 20 milliards de francs CFA, l'équivalent de 20 milliards de francs CFA, a été donc décaissé pour le Congo-Brazzaville. Alors qu'en octobre, donc la dernière mission, au terme bien sûr
je crois que c'est une délégation du FMI qui s'est rendue à Brazzaville. À cette occasion, la mission s'était avérée infructueuse. Et curieusement, 6 mois après, nous apprenions finalement que le FMI venait donc de valider et donc le décaissement de 20 milliards de francs CFA. Je vais m'intéresser d'abord au montant, 20 milliards de francs CFA. Après, on reviendra sur pourquoi en octobre, le FMI avait estimé que c'était, la mission était infructueuse et que 6 mois après, voilà, puisque la dernière revue, c'était en octobre. Pourquoi maintenant le FMI revient sur sa décision? D'abord, le montant de 20 milliards décaissés que le gouvernement est en train de chanter, célébrer, c'est vraiment la victoire à Brazzaville, c'est le jubilé, 20 milliards. Christian, sur ce fait sur lequel vous m'interrogez, il y a deux aspects qui se dégagent. Le premier aspect, c'est l'attitude du FMI ou disons de ces institutions financières internationales à l'égard du Congo. Une attitude de complaisance, de laxisme. C'est vrai que leur mission première, c'est accompagner les États en difficulté, mais je crois aussi qu'ils ont cette responsabilité de sanctionner les mauvais élèves. Quel est ce pays qui, en 2010, avec toutes les manipulations qu'il y a eu, caché la dette et tout, a obtenu, des montages grâce à frauduleux, voilà. des montages frauduleux, avait obtenu l'annulation pratiquement de sa dette, ramenée à moins de 60% du PIB, je crois à 20% du PIB, et qui, quelques années seulement, voit sa dette crever le seuil tolérable de la zone CEMAC, c'est-à-dire frôle les 100% du PIB, d'abord à dépasser et ensuite aujourd'hui, il est presque au niveau Oui, mais dans le même temps, il faut aussi signaler que c'est dans la même période que le Congo a pu épargner près de 14 000 milliards 14 000 de francs milliards CFA qui qui ont disparaissent. disparu curieusement. Alors, on préconise quand un pays, un gouvernement est en programme avec le FMI, la première des choses, c'est que pour redresser, pour rétablir les équilibres, il y a un certain nombre de mesures draconiennes que le pays doit prendre. La première des choses, c'est réduire le train de vie de l'État. Ça ne se fait pas. Non seulement qu'on ne réduit pas le train de vie de l'État, la corruption bat le plein. Des détournements de fonds publics, c'est par milliards. Le FMI est au courant de ça. Mais le FMI réussit l'exploit de faire des revues positives et de décaisser de l'argent. Mais même l'argent que le FMI décaisse souvent, c'est orienté vers un certain nombre de secteurs L'exigence, oui. d'exigence. Par exemple, régler la dette intérieure. Mais les dettes intérieures, parmi lesquelles celle des retraités, les étudiants, n'a jamais été payée. Mais pourtant, parmi les fonds que le FMI et la Banque mondiale décaissent, il y a la résolution de ce problème, entre autres. Mais ces problèmes ne sont jamais réglés. Au contraire, la dette intérieure augmente. Et le pays s'endette, même auprès du FMI, parce que ce n'est pas de l'argent qui est donné cadeau, c'est encore des prêts. Et quand Oui, vous mais dites pendant que vous maintenant dites 20 ça, milliards, Jean-Pierre Agnangoy, ça me rappelle un peu le prêt que le FMI avait accordé au Congo-Brazzaville pour régler le problème des retraités et ce prêt a disparu, cet argent a disparu sans que le problème des retraités ne soit réglé. Et le ben, FMI est au courant de tout ça. c'est ce que je suis en train de dire. Mais le FMI doit être au courant de ça. Parce que quand ils viennent faire leur revue, en quoi consistent les revues si ce n'est pour vérifier l'utilisation des fonds qu'ils ont mis à disposition, la destination prise, et ensuite voir les mesures prises pour redresser la gouvernance, implanter l'auto. Mais le FMI ne fait pas ça.
vous avez dit, l'avant-dernière revue est C'était en octobre négative. dernier, oui. Et après 3 mois, quel miracle ce gouvernement a-t-il fait pour que le FMI trouve maintenant que c'est positif pour décaisser 20 milliards? Soit, mais 20 milliards, Christian Perrin, ça représente quoi? Et quand vous dites que les dirigeants ont célébré cela, c'est comme ils avaient Non, ça se célébré. célèbre, hein. Allez-y sur la toile, vous verrez. Oui, je sais, ils célèbrent. Mais ce sont des aberrations de ces gouvernants de notre pays qui Célèbre les dettes. habillent, qui recouvrent notre peuple de honte, d'infamie. Depuis quand on célèbre une dette? Ils ont célébré l'obtention du point L'accession du de Congo au statut PPTE, ça aussi, ils avaient. l'accès au statut pays pauvre très endetté a fait l'objet de fêtes au champagne. Quelle honte! Quel est ce pays, avec toutes les ressources que nous avons, accepte et se glorifie du statut de pays pauvre très endetté? Voilà les aberrations de ce pays. Maintenant, on leur prête 20 milliards, ils fêtent, mais 20 milliards, ils fêtent quoi? Parce qu'on leur a donné 20 milliards qui vont voler. Est-ce que ce n'est pas Sinon, 20 l'argent qu'on leur milliards, donne pour retrocéder finalement? Parce que moi, ça me fait penser à l'histoire de Yaya certainement, il Moussa. y a certainement une part de rétrocession, ça, ce n'est pas exclu. Mais soit, même qu'ils le fassent comme ça, mais le célébrer, Christian Perrin, c'est incompréhensible, c'est honteux. Et Non, 20 mais milliards pendant que vous dites, représentent quoi par rapport, 20 milliards représentent quoi par rapport aux ressources du Congo et par rapport aux problèmes auxquels le Congo doit faire face aujourd'hui à cause de la mauvaise gouvernance? 20 milliards représentent quoi? À côté des 20 milliards de prêts qu'on leur donne et qu'ils célèbrent, Christian Perrin, le président oui, a mais lui-même le annoncé problème, le Jean-Pierre, détournement de 6 milliards. On oui, détourne 6 milliards des étudiants. Pendant combien d'années? Depuis 2018. Ça fait combien de milliards? On détourne des milliards au FIGA. Et on détourne 160 milliards au ministère de la Santé. On ne cherche pas là où c'est parti, mais on se réjouit de 20 milliards. Que représente 20 milliards par rapport à 160 milliards détournés? c'est les pipis du chat qu'on est en train de célébrer. Tout le monde est conscient que ça ne représente absolument rien. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça doit servir aux rétrocommissions parce que cela n'échappe à personne que nous avons déjà connu une telle situation au Congo-Brazzaville avec le fonctionnaire du FMI, Yaya Moussa, qui était devenu actionnaire dans le secteur du pétrole au Congo-Brazzaville et qui a même quitté le FMI, qui est devenu un homme d'affaires. Donc, moi, je crains bien que ce soit la même chose, la même procédure, le même schéma qu'ils ont adopté. Ils sont allés corrompre ces fonctionnaires pour qu'on leur voilà, accorde ce petit crédit, parce qu'en fait, ici, ce n'est même pas le montant qui compte, les 20 milliards, c'est le fait que derrière, ça semble présenter, bon, malheureusement, les Congolais ne sont plus dupes, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme pour dire, ben, écoutez, le gouvernement qui est là travaille, vous pouvez continuer à compter sur ce gouvernement, ils sont capables c'est ça, en fait, le message qui est envoyé, mais sans compter que nous sommes à l'ère du numérique. Et tout le monde sait que ce gouvernement est vraiment incompétent. Sur l'avenue Jacques-Opango à Brazzaville, un énorme trou formé au milieu de la chaussée empêche les véhicules de circuler librement. Cet état défectueux de la route observé dans la quasi-totalité des voiries urbaines, à l'instar des avenues Itumbi, Latiémé, Mikalou et l'intersection Lénine-Mariangwabi, a une incidence sur les véhicules. Les chauffeurs sont contraints de ralentir pour éviter d'endommager leurs moyens roulants, à l'image de ce taxi tombé en panne sur l'avenue de Latiémé ou de ce bus en réparation. Les routes sont dégradées, donc du coup, on a du mal à passer. Il y a des trous partout et on nous demande de payer des taxes, des roulages et tout ça. Là, il y a des amortisseurs qui sont un peu abîmés. Il faut changer des pièces. La détérioration des routes impacte aussi le prix du transport en commun, notamment dans les bus et taxis. Les conducteurs de ces moyens roulants évoquent ainsi le niveau élevé de la dégradation du tissu routier qui entrave le fonctionnement de leur activité.
Les routes sont parsemées de trous. Cette situation entrave le fonctionnement de notre activité. Par exemple, pour se rendre au lycée, il faut passer 1 à 2 heures du temps à cause des embouteillages. Cela est un manque à gagner pour nous. C'est ce qui nous pousse à augmenter le prix du transport. Si on réhabilite les routes, nous allons revenir au prix habituel et les populations ne vont plus souffrir. Les populations, par ailleurs, en payent les frais. Leur mobilité est mise à mal. J'ai quitté Soproji pour Mikalou, j'ai dépensé 600 francs. Quand vous êtes au pont de Mikalou, là, il y a un gros trou qui est là, qui est foncé là. Donc les moyens pour passer, c'est vraiment difficile. C'est compliqué. L'embouteillage va jusqu'au lycée. Nous souffrons, nous dépensons beaucoup d'argent alors que les salaires ne répondent pas. L'urgence d'action et de réhabilitation des tissus routiers de la ville capitale s'impose afin de réduire non seulement des embouteillages occasionnés par cet état de choses, mais aussi par un retour normal du prix de transport en commun, comme le souhaitent vivement les Brazzavillois. Et donc là, on a accordé le crédit et vous avez dit les Congolais célèbrent. Nous avons rappelé même la célébration de la misère. Donc le pays accède au statut PPTE, pays pauvre, très endetté. On le célèbre. On fait C'est la quand même fête. bizarre. Et dans le même temps, vous avez vu aussi comment on a célébré la libération de l'ancien maire ou vice-maire de Brazzaville qui est sorti de prison après 5 ans, après avoir détourné des milliards. On a vu les Congolais en train de le célébrer. Et là, on se posait la question, où sommes-nous finalement ? Où est-ce qu'on a conduit le Congo? Parce que moi, ça me rappelle un peu les propos de l'ancien président du Congo, Machin Joachim Yombi Opango, Pango. qui disait Ouais. le vol en notre temps, mais c'était la honte de la Honte, famille. l'opprobre, c'est L'opprobre l'opprobre. même. Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. Et très curieusement, sous Denis Sassou Nguesso, le vol est célébré. On les appelle, il y a même un terme, je ne sais pas comment le dire, grands prêtres. Quand on vole beaucoup, voilà, vous devenez un grand prêtre. Et les gens courent, en fait, même quand on voit les jeunes aller adhérer le PCT. À l'idée, c'est quoi? Je vais au PCT pour que moi aussi, voilà, ça sera mon tour de me servir. Donc, on célèbre le vol, on célèbre les voleurs, on magnifie les voleurs, les tricheurs, les criminels. Eh oui, Christian Perrin, c'est triste. Tout à l'heure, je disais que pour parler de Kélé, que ce qui se passait là-bas nous plongeait, nous, originaires de Kélé, dans la honte. Mais ce qui se passe au niveau national avec ce genre d'actes, la célébration de la dette, la célébration ou l'accueil en héros d'un voleur reconnu qui sort de prison après avoir apuré sa peine, c'est incompréhensible. C'est le seul peuple au monde, c'est le seul pays au monde où on peut assister à des choses comme ça. Comment expliquer cela? Ben, ça s'explique par le fait que ceux qui dirigent, gouvernent ce pays ont développé le culte du vol, ont banalisé le vol, même pas banalisé, ils ont fait la promotion du vol.
puisqu'on ne punit pas les voleurs. Mais du coup, celui-là qui est puni, on considère qu'il a été impuni injustement. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on sait qu'il y a des gros voleurs qui ne sont pas punis. Et le peu qu'il a volé, on ne sait pas pourquoi il est en prison. Et quand il sort de la prison, il est accueilli en triomphe. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est que on a développé la mentalité de mendiant. C'est un peuple qui ne vit plus de son travail, d'ailleurs le travail, il n'y en a pas. Donc, il ne vit plus de son effort, il vit des subsides, de la mendicité auprès des dirigeants qui pillent les fonds publics. Et quand ils pillent, ils redistribuent autour d'eux. Et les mendiants, comme des Ou les poulets, flatteurs, les mendiants, voilà. les mendiants, donc ils s'agrippent, ils s'agglutinent autour des gros voleurs pour recevoir les petites prébendes. Et donc ceux qui applaudissent ce voleur, ils savent que le milliard 900 qu'il avait volé, certainement il l'a. Est-ce que c'était les seuls qui l'avaient volé? Il faut aller lui montrer qu'on Ben, l'aime. ils ont dû se les partager. C'est quand même 1,9 milliard, presque 2 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. C'est 2 milliards. Mais ce n'est peut-être pas tout ce qu'il avait volé. Donc, surtout qu'il avait fait de la morgue de Brazzaville une source de revenus, de comme revenus, disait un fonds de lui-même. commerce. Un fonds de commerce. Donc, Christian Perrin, ce sont des faits macabres, ce sont des faits ignominieux qui humilient et qui couvrent tout un peuple de honte, tout un pays de honte. Au Congo, cette vidéo-là, certainement en train de parcourir le monde, où on voit un pays où une masse, une partie importante de la population applaudit un voleur qui sort de la prison. C'est inégalé, c'est jamais On dit, peut jamais donc, vu. Jean-Pierre Anyangoy, on peut parler des valeurs inversées finalement. On célèbre les voleurs, on célèbre la Et on misère, on empile, célèbre les dettes. Dans le même voilà. cas, ce même peuple est incapable de défendre ceux qui sont à leur côté, notamment ceux qui se battent pour eux. C'est le cas, par Pendant que exemple, de Jean-Marie les Michel généraux Motogo, André Moukoko se retrouvent en prison, Okombi Salisan se retrouve en prison, et ils croupissent là, et là, le et peuple ne presque, manifeste pas. le peuple les a presque laissés en l'oubli, alors qu'ils ont oublié que Moukoko aurait pu être tranquille là où il assumait une fonction internationale ou de gardien de la paix en RCA. C'est à l'appel du peuple qu'il est venu. Et maintenant, il est dans une situation inconfortable. Le peuple dehors acclame les voleurs. Comme a dit le défunt Bopaka, ça lui a valu certainement sa mort, que dans ce pays, nous allons au meeting des voleurs, nous les applaudissons. Alors, il y a beaucoup de contrôles qui se font, des audits, et on découvre soi-disant des malfrats, mais on n'a jamais vu les auteurs de ces malfrats, de ces malversations. Mais quand on les connaît, ils sont libres. Alors, Christian, le pays est dans une situation dramatique. Mais ça ne va pas vous décourager tout de même, ce comportement de la population congolaise pour vous battre jusqu'au bout. Non, je dis quand même, c'est vrai que c'est une C'est à masse dénoncer, significative bien sûr, oui, oui. qu'on a vue, mais ça ne représente pas la majorité, ni même la moitié, ni le tiers de la population. Mais ce sont des fanatiques, les mêmes, qui suivent les manipulateurs du PCT. Celui-là qui est sorti, c'en est un. Ce n'est pas étonnant que demain, on le retrouve à un nouveau haut poste de responsabilité désigné par ce pouvoir. Ça, on ne va pas être surpris.
puisque là, il est lavé déjà, il est revenu propre. Donc, il va encore être nommé bientôt, promu à un poste de responsabilité où il va encore voler plus et cette fois, il n'ira Et plus comme en on l'a fait prison. d'ailleurs pour un certain lieutenant Peya, je crois, qui avait été également lui aussi dégradé, je crois emprisonné parce qu'il avait volé beaucoup d'argent. Et dernièrement, on apprenait qu'il avait été nommé directeur général, je ne sais pas, au niveau de si c'est l'informatique ou le système informatique au Ouais. Congo. Alors, Jean-Pierre Anyangoy, on va terminer parce que le temps est arrivé à la fin, mais sous cette question, bon voilà, vous avez vous aussi appris, certainement appris que Antoinette Sassou Nguesso est sous un mandat d'emmener, une situation tout à fait inédite. Une première dame sous mandat d'amener et elle a même pris la poudre, l'escampette. Oui, c'est certainement inédit au Congo, mais ce n'est pas inédit dans le monde. Là où il y a des pays de droit, ben, personne n'est épargné lorsque on a des motifs qui pèsent sur vous. La justice, c'est la justice, la loi, c'est la loi. Pas parce que vous vous appelez première dame. Sauf que là, vous voyez, c'est inédit ici au Congo, ça ne va pas arriver sous ce règne du PCT et du président Sassou Nguesso, ça ne va pas arriver ici. Mais ça peut arriver en France, raison pour laquelle est sortie par des points de pied précipitamment pour éviter d'être prise. Mais au Gabon, à côté de nous, on a l'ex-première dame de Ali Bongo qui croupit en prison. Hein. Bon, là, on dira parce que ils ont perdu le pouvoir, mais elle est en prison aujourd'hui. Non, mais c'est un Oui, signal, c'est aussi un message pour ceux qui continuent à dilapider, voilà, à détourner les fonds, de savoir que d'un moment à l'autre, ils seront rappelés à l'ordre, c'est-à-dire ils vont répondre. exactement, exactement. Donc, pour le cas de la première dame, c'est comme il y a eu aussi d'autres dignitaires, d'autres caciques de ce pouvoir qui, à un moment donné, ne pouvaient plus mettre pied en France. Euh, le cas du général Dabira, le cas du général Jean-François Ndengue, Ndengue, nous avons aussi Pierre Auba, ils sont nombreux. Pierre Auba, nous avons qui est encore le Je crois que propriétaire. Lucien Ebata aussi est sur la liste. Bon, tout ce monde-là, donc ce n'est pas inédit. À partir du moment où une dame, qu'elle soit première dame, se mêle du détournement des deniers publics et de blanchissement d'argent, ben, dans les pays de droit, c'est normal qu'elle soit euh, inquiétée. Et Mais c'est là, plutôt ça. les gouvernants parleraient d'une instrumentalisation de la justice parce que les Congolais ne leur ont jamais demandé des comptes. Ça me fait penser à votre, je dirais, disons, à la plainte qui avait été déposée dernièrement par les ONG congolaises qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je rappelle que nous sommes le 16 mars 2025, ben, la plainte est restée sans suite, bizarrement. Eh oui, c'est pourquoi je dis là-bas, ici, ça ne peut pas arriver, mais en France, ça arrive. Et nous avions, depuis qu'on a fait cette plainte, je crois que de moins en moins, on entend les dignitaires dire ici qu'on n'a jamais porté plainte contre eux au Congo. C'est fini, ça, ils n'en parlent plus. Et nous continuons à dire qu'ils sont des voleurs et les preuves sont là chaque jour, y compris la première dame. Elle est donc concernée par les détournements des biens publics, des fonds publics. Et c'est normal qu'elle soit poursuivie. Pour nous, c'est plutôt un bon signe. Mais qu'ils viennent se réfugier ici, dans le nid des voleurs, le pays des voleurs où les voleurs sont protégés. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes persuadés que la situation va changer un jour et peut-être pas pour très longtemps. Merci Jean-Pierre Agnangoy. Nous sommes donc arrivés évidemment à la fin de cette émission. Grand merci d'avoir été avec nous, mais je vous laisse
le temps de conclure, probablement de nous parler de votre congrès qui était en vue. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça donne? Vous avez renoncé ou... Et ça sera le mot Non, de la fin. je ne peux pas renoncer. Le congrès a été projeté, plutôt retardé, parce que après avoir fait le point sur certaines choses qui devraient être faites avant, notamment la redynamisation du parti à la base, on a vu que les objectifs n'étaient pas encore atteints et qu'il valait mieux donner la priorité à la redynamisation du parti à la base, à la restructuration et structuration du parti là où il n'était pas encore, ou ne l'était pas suffisamment. Et on s'est donné encore 3 mois pour ça. Au terme de ce temps, on va faire le point et on déterminera la date, la nouvelle date cette fois-ci, qui sera ferme. Et le dernier mot que je vais lancer, d'abord, c'est à l'endroit des amis de l'opposition, des vrais opposants, ceux qui sont opposés au pouvoir et non pas les opposants du pouvoir. Tous ceux qui se considèrent opposés au pouvoir, nous nous fixons rendez-vous dans les très prochains jours pour refonder l'opposition congolaise et engager des actions pour barrer la route à l'imposture et créer les conditions, soit pour qu'il y ait une véritable élection en 2026, soit pour qu'il n'y ait pas du tout de mascarade électorale et puis advienne que pourra, parce que trop c'est trop. On pense qu'il y a un temps pour tout et le pouvoir actuel a lamentablement échoué, mais c'est plus qu'un échec, c'est plonger tout un pays dans la déroute, dans la misère qui s'accroît chaque jour. Il est grand temps. Et nous sommes sûrs que lorsqu'on va se recomposer et nous mobiliser et appeler la population à la mobilisation, les masques vont tomber. Il y aura mobilisation contre mobilisation et il y aura au passif de ce pouvoir leur bilan qui sera une arme contre eux. La meilleure arme d'ailleurs, c'est leur bilan négatif, catastrophique et désastreux. Donc, peut-être, je ne dis pas quand, mais prochainement, où ça sera encore avec moi ou avec un autre opposant, ou peut-être qu'on sera devant un parterre ou de représentants de partis de l'opposition pour parler d'une même voix, ou encore on se retrouvera dans des meetings pour contre-attaquer contre l'imposture de ceux qui organisent le timonier ou le patriarche. Alors, je voudrais quand même dire un mot sur le patriarche, parce que c'est des mots qu'on utilise comme ça, mais le peuple parfois suit et ne se demande pas qu'est-ce que ça veut dire patriarche. Alors, je suis allé chercher dans le dictionnaire français, il y a plusieurs significations, mais quand on le prend dans le sens politique, il est dit, écrit ceci: patriarche, homme qui détient sur son domaine ou sa famille un pouvoir absolu qu'il exerce selon les principes du paternalisme. Bon, si on prend cette définition, si on prend le président Sassou Nguesso dans son contexte, il est le patriarche du PCT, on ne peut pas le leur discuter. Le PCT qui le dirige de manière absolue, dans l'absolutisme, parce que personne ne peut le contredire, et il dirige avec l'esprit paternaliste, parce que les gens peuvent commettre des délits. Lui, c'est un père et il ne sanctionne personne, un père débonnaire,
C'est pourquoi chacun le glorifie, parce que lui-même, il dit ce que la kamukunzite. Kasi moko na yebi, yo bandaka oyibi boy, yo malongolo batia oyibi boy. Et lui, il connaît tout ça, qu'il y a des voleurs, il ne les sanctionne pas, parce que c'est ça le prix de son paternalisme, l'expression de son paternalisme, celui qui lui vaut la reconnaissance du titre de patriarche, parce qu'il protège les voleurs, il règne par le laxisme, l'impunité. Voilà le patriarche congolais, le patriarche des voleurs, le patriarche des menteurs, le patriarche des antivaleurs. Voilà. Et Merci, maintenant, merci l'autre mot, beaucoup. c'est le timonier. Le timonier aussi, c'est un autre mot qui désigne la personne, le patron, qui tient le gouvernail d'un bateau, d'un navire. Mais le nôtre, c'est un patriarche qui tient le navire du Congo et qui le conduit à la dérive, vers C'est le bien dommage. naufrage. En tout cas, merci Jean-Pierre Voilà, nous avons Anyangoy. un patriarche des voleurs et on a un timonier qui conduit le Congo au naufrage. Alors, Merci beaucoup. Merci pour ces précisions et ces rappels. Alors, je retiens qu'il est plus que temps d'agir, évidemment. Les Congolais devraient agir parce qu'il est question de sauver un pays et un peuple en péril. C'est le moins que l'on peut dire. Le Congo est en ruine. Il faut le sauver. Grand merci, Jean-Pierre Anyangoy, d'avoir encore été avec nous. Je rappelle que vous êtes ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du parti du peuple, le peuple. Encore, merci d'avoir été disponible pour nous. merci Christian Perrin et merci pour tout ce que tu fais pour éclairer l'opinion des Congolais. Et ce n'est pas peine perdue. Vous nous aidez énormément et vous allez encore nous aider davantage les jours à venir. Merci. Le devoir nous oblige, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir encore suivis et on se retrouve très prochainement.